l'idée, c'est d'essayer de s'approcher d'archétypes. C'est-à-dire, le classique et l'indien, comme je vous le disais, c'est deux êtres que l'on a en nous. Euh, on a tous un côté classique. C'est le côté apollinien pour appeler les choses par leur nom. C'est le côté apollinien et puis le côté dionysiaque. Mais donc il y a tous un élément de raison et un élément d'intuition, de non-maîtrise de soi. Et voilà, et on est fait de ces deux choses-là. Mais c'est assez amusant de les dissocier en deux personnages. Le côté indien est indissociable du côté classique. Et là, la réalisation, elle est purement classique, faite par des super professionnels. On essaie de prendre les meilleurs artisans. Il y a eu plusieurs étapes d'agrandissement. Et en effet, d'une petite sculpture qui doit faire une trentaine de centimètres, bien après, il y a une deuxième étape, troisième étape. Mais à savoir une chose importante, c'est qu'à chaque agrandissement mérite une intervention de l'artiste. Parce que l'agrandissement perd son énergie et sa force. On accélère. En deux mots, ce mythe du classique et l'indien vient d'un rêve que j'ai vraiment fait, où un matin je me réveille, je me souviens de mon rêve, et il y avait dans mon rêve une voix off qui m'avait dit, tu sais, dans la vie il y a deux sortes d'individus, des classiques et des indiens. On a tous en nous un côté classique de raisonnable, la raison, et puis on a tous en nous aussi un côté indien qui est du côté de l'intuition. C'est-à-dire, c'est toujours ce couple, il y en a un qui délire, l'autre est plus raisonnable, comme ça. Cet indien, c'est un homme qui est, par sa fragilité, il est très humain, en fait. Et puis, le super des super classiques, c'est le soleil soleil qui brûle, on regarde dans les yeux, il est brûlant. C'est un dieu qui est dans tout le cosmos, mais qui gère un petit peu le monde, comme ça. Mais l'Indien, par sa force humaine et intuitive, est le seul capable de s'opposer, ou en tout cas de déjouer le classique. Le mythe m'intéresse beaucoup parce qu'il n'y a pas de vérité dans le mythe, il n'y a qu'une mise en scène de la vérité. On aborde la vérité par l'illusion, par le mensonge, Ça, ce sont des choses qui m'intéressent.
Ce soleil, c'est pas le soleil du ciel, c'est un personnage solaire. Et les rayons du soleil dans ce personnage évoquent des ailes. C'est une association comme ça de pensées autour de différents mythes comme ça. Il y a un côté ange comme ça, et un ange, un Meller dans la Bible, c'est un messager. Il y a un message comme ça qui se passe dans cette relation entre ce classique et cet indien. C'est pour ça que ce personnage solaire qui est la force du soleil reste aussi dans une dimension humaine par rapport à l'Indien. On a tous un côté solaire en nous et tous un côté lunaire en nous. En petit, comme ça, je la trouvais assez nerveuse, elle me plaisait, puis vraiment, il n'y a pas beaucoup de détails, on n'est pas au XVIIIe siècle quand même, donc il n'y a pas une finesse du détail, de la main, des trucs. Et plus elle s'agrandissait, plus elle devenait un peu trop simple par rapport à ce que j'attendais de ce côté, on va appeler ça le côté un peu bucolique. Moi, je la voulais, comme elle devait être posée dans le Palais Royal sur de l'herbe, je la voulais faite d'herbe, enfin faite de végétaux. Enfin, je voulais végétale, cette sculpture. J'ai demandé à ce qu'il me prépare une bassine de cire liquide. Et sur le personnage qui était déjà en bronze, j'ai retravaillé. Moi, vous savez, quand on est jeune sculpteur, la sculpture, ça coûte cher. Les moules, ça coûte très cher. Donc, on fait des cires perdues, des cires directes. Et j'avais fait pas mal de cire directe, c'est-à-dire directement en cire. Et puis ça part directement en fonte. Et avec un seul risque, c'est si le moule pète, on perd tout, on perd la sculpture qu'on a fait. Mais ça vaut le coup parce que ça coûte beaucoup moins cher. J'avais l'habitude de travailler la cire directe, et sur ces personnages en bronze, j'ai refait c'est un truc, j'ai tout repris, tous les ensembles, tout d'un coup on avait l'impression qu'ils avaient de la mousse sauvage, quoi, des feuilles, et alors plus j'allais là-dedans, plus ça me plaisait, j'étais très très content. Là, je trouvais mon écriture, voilà, je n'avais pas décidé de mon écriture, c'est elle qui s'est trouvée d'elle-même, et donc ça y est, j'étais content, rassuré. Et puis voilà, les choses, après c'était le travail du fondeur de reprendre ces cires directes, de les recoller dessus, ce qui fait qu'elles font un poids énorme, parce que c'est pas très orthodoxe comme travail. Je dois dire que le parc Saint-Cloud m'a beaucoup plu, parce que ça correspondait encore plus à un tempérament que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire un côté Virgile, c'est-à-dire après le monde minéral de la cité, retour au bucolique, au secret de la nature, au secret des arbres. C'est fait un peu pour exciter la curiosité d'un promeneur qui tout d'un coup aurait envie de faire autre chose que de contempler les fleurs ou les arbres, et tout d'un coup s'amuserait à dire mais il y a une logique, ça c'est assez facile de comprendre qu'il y a une logique. Il est invité à trouver ce qui est caché, c'est-à-dire la présence des pieux dans l'installation grandeur nature, c'est-à-dire ces pieux qui vont faire 5 mètres de hauteur, avec une lune, parce que là tout d'un coup il y a la lune, la face cachée de la lune, et tout d'un coup cette lune par rapport au soleil, il y a un côté lune face cachée, etc. Et tout d'un coup, qu'est-ce que cache la lune, qui est la dernière des combinaisons, quoi. Donc le promeneur doit être amené à trouver ce qu'il y a sous la lune. La règle du jeu, la règle de ce jeu, c'est de trouver la règle du jeu, en fait. C'est vraiment un jeu d'observation, et à un moment donné, on en déduit quelque chose. Mais finalement, le but, c'est pas de trouver ce qu'on trouve. On trouve la réponse, mais la réponse n'a aucun intérêt en elle-même. Ce qui est important, c'est de rentrer dans cette énigme, c'est le fait de jouer le fait du questionnement. C'est pas une formule mathématique qui change la face du monde. Le rapport qu'il va y avoir entre la sculpture bronze, c'est pas un hasard si c'est du bronze,
et puis cette règle du jeu nous fait rentrer dans quelque chose qui pour moi a beaucoup d'importance depuis toujours, c'est l'idée de comment fonctionne un mythe. Nous sommes en pleine mythologie, c'est plus ou moins visible, même notre époque, et comme j'ai dû vous le dire, je crois, cette observation, je la dois à Roland Barthes, qui nous fait découvrir la dimension du mythe, des mythes contemporains, le mythe pour moi est plus fort que la vérité. C'est une manière de dire que la vérité est inaccessible, mais c'est logique d'être toujours en quête de vérité. Et pour cerner la vérité, le mieux c'est d'aborder le mythe. Je crois plus au mythe du Père Noël que la politique. Alors, je crois qu'il y a plus de vérité dans le Père Noël que dans la politique, avec tout ce que représente le Père Noël. C'est des trucs en peluche, il n'y a rien derrière le Père Noël. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup plus derrière mes aiguilles en bronze.